Elle se réveilla tôt, comme à son habitude, prépara la cabine de son poids lourd et prit la route pour charger la remorque en vue d'un nouveau transport. Bien que jeune, elle était expérimentée et savait que ce voyage impliquerait un chargement conséquent, exigeant une vigilance accrue. Tout se déroula sans incident. Plusieurs hommes aidèrent au chargement. Désormais, il ne restait plus qu'à avaler les kilomètres, 2 jours de trajet, une cargaison lourde, une tâche éreintante. Dès la tombée de la nuit, elle s'arrêta, sur une aire de repos en bord de route pour dormir. Le lendemain matin, elle eut à peine le temps de préparer son café, qu'elle fut surprise par des voleurs de marchandises. Ils semblaient sûrs d'eux, des professionnels, jusqu'à ce qu'ils tombent nez à nez avec le Rottweiler de la conductrice. Elle s'éveilla matinalement, une routine bien ancrée. Pas besoin de réveil, son corps connaissait l'heure précise. La lumière du jour s'infiltrait à travers les interstices du rideau de la cabine, annonçant une nouvelle journée de labeur. Un nouveau transport, un nouveau trajet, un nouveau chargement, mais pour elle, chaque mission était unique, avec ses particularités, ses surprises et ses défis. Elle se leva avec agilité, comme quelqu'un d'habitué à ne pas perdre de temps, et commença à préparer la cabine de son camion, un rituel presque sacré. Elle ajusta les papiers du chargement sur le tableau de bord, vérifia la documentation, la destination, le poids, tout était en ordre. Ensuite, elle alluma le GPS, observant attentivement l'itinéraire projeté à l'écran. Ce serait une longue journée, avec de nombreux kilomètres à parcourir, des routes inconnues, et une cargaison particulièrement exigeante, lourde, qui demandait une attention redoublée. Pendant qu'elle réglait le siège et ajustait les rétroviseurs, Brutus, son inséparable Rottweiler, dormait encore, enroulé dans ses couvertures préférées sur la couchette de la cabine. Le chien semblait paisible, mais elle savait que même lorsqu'il se reposait, il était toujours aux aguets, toujours prêt à la protéger, comme il le faisait depuis qu'il était chiot, lorsqu'il avait commencé à l'accompagner dans ses voyages, à travers l'immensité des routes brésiliennes. Dans la zone de chargement, plusieurs hommes s'activaient déjà, ajustant les équipements, arrimant les sangles de sécurité de la remorque, renforçant la structure du chargement avec des chaînes lourdes et vérifiant les fixations. Elle s'approcha d'eux, une superviseuse attentive, observant chaque détail minutieusement, car elle savait que la moindre erreur pouvait être fatale. Un petit faux pas pouvait transformer un voyage tranquille en cauchemar. Après avoir tout inspecté et donné son accord, elle remonta dans la cabine, tourna la clé et le grondement puissant du moteur emplit l'air, vibrant à travers la structure métallique du camion. Brutus, toujours vigilant, se leva, étira ses pattes avant et, d'un mouvement élégant, s'installa à côté d'elle sur le siège passager, comme il le faisait à chaque voyage. Elle enclencha la vitesse, relâcha le frein et mit le camion en mouvement. La remorque lourde répondit lentement, mais prit rapidement de la vitesse, glissant sur l'asphalte encore humide de la rosée matinale. Les premières heures se déroulèrent sans encombre. La route traversait des champs interminables, remplis de cultures qui se perdaient à l'horizon, des forêts denses avec des arbres centenaires et des villages presque fantômes, où seules quelques maisons simples résistaient au temps. Le ciel nuageux rendait l'atmosphère plus silencieuse, presque solennelle. La radio jouait doucement, remplissant la cabine de bons souvenirs. Elle aimait voyager en écoutant du Modao, ces chansons country que seuls nos grands-parents connaissaient, chargées de nostalgie. Elle gardait les yeux fixés sur la route, les bras détendus, mais avec une main toujours près du levier de vitesse. Sa fidèle thermos à café, sa compagne de route, 408, l'accompagnait lors des longs trajets. Brutus, à ses côtés, alternait, son regard 414 entre cette dernière, la fenêtre et les rétroviseurs. Tantôt il posait sa tête sur le tableau de bord, tantôt, 420, il flairait l'air, attentif au moindre signal inhabituel qui pourrait se présenter. Plus d'une fois, elle lui lança un regard complice. 428 comme pour partager silencieusement la responsabilité de garder le contrôle de la situation. Après 4:35 de nombreuses heures sur la route, la fatigue commençait à se faire sentir. Ses yeux picotaient 4:40 légèrement. Ses épaules la faisaient souffrir à cause de la tension accumulée, et son corps réclamait une pause. Elle 4:47 consulta la carte sur le tableau de bord et remarqua la présence d'une station-service isolée à quelques kilomètres.
un lieu idéal pour se reposer 4,53 sans être dérangé, pour dormir en sécurité et permettre également à Brutus de se dégourdir 4,58 les jambes. Elle se tourna vers son compagnon et sourit. « Nous allons nous arrêter, mon ami. » La station 505 apparut comme un mirage au milieu de nulle part. Une vaste cour recouverte de gravier, avec 5-10, de faibles lumières éclairant l'espace et quasiment aucun mouvement. Seulement 2-5-16 camions étaient stationnés, bien éloignés l'un de l'autre, comme si leurs conducteurs recherchaient également l'isolement, et 5-22, le repos. Pas âme qui vive en vue, aucun bruit hormis le son lointain d'un camion passant. Au loin, un ronflement 5-30 étouffé par le silence de la nuit. Elle choisit un coin isolé, éloigné des 5-35 entrées principales et du flux occasionnel de véhicules. Elle gara le camion avec précision. 5-41 coupa le moteur et prit une grande inspiration, sentant le silence absolu envahir 5-46 la cabine, maintenant que le ronronnement familier avait cessé. Elle descendit, étira ses bras au-dessus 5-53 sa tête tendit ses jambes et inspira profondément l'air frais de la nuit. 5-59. Brutus la suivit, descendant avec la même élégance silencieuse que toujours, flairant 6-04 l'air avec cet instinct naturel aiguisé. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la remorque du camion. 6-11. Elle vérifia les scellés, testa les verrous, inspecta chaque chaîne, s'assurant 6-17 que tout était correctement fermé et protégé. Ce n'était pas seulement une procédure 6-22 technique, c'était une garantie de sécurité. Le chargement était là immense, précieux et 6-28, la moindre erreur pouvait coûter cher. De retour dans la cabine, elle prépara un repas rapide avec la bouilloire électrique portative. 6-36 nourrit Brutus et aménagea le lit improvisé dans la couchette. Avant de 6-41 se coucher, elle tira délicatement le rideau, jeta un coup, d'œil entre les fentes et observa 6-47 l'immensité sombre de la cour. Rien, seulement des ombres et des objets, et le reflet 6-54 métallique occasionnel de l'un des camions. Elle laissa échapper un long soupir, comme pour chasser 6-59 la tension de la journée, puis s'allongea, remontant la couverture jusqu'aux épaules. Brutus 704 se blottit à ses côtés en position de garde, comme il le faisait toujours, même lorsqu'il feignait de dormir. Elle passa sa main 7-11 doucement sur le pelage doux du chien et ferma les yeux. Pendant la nuit, 7-16 entre des rêves. Fragmentée et la fatigue accumulée, elle perçut des bruits lointains, des pas 7-23 peut-être, des voix, ou simplement le bruit du vent balayant la cour vide. Elle ne saurait le dire. 7-29. Mais son corps était trop épuisé pour réagir et son esprit trop confiant dans les 7-35 verrous, la serrure renforcée, et, surtout, en Brutus. Elle se laissa replonger dans le sommeil 7-42 jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir lentement, colorant l'horizon 7-47 des premières teintes orangées de l'aube. Elle ouvrit les yeux, étira les bras, bâilla et s'étira dans l'étroit lit. 7-55. Elle se leva d'un geste agile, alluma un petit réchaud et commença à 8:01 faire chauffer l'eau pour le café, comme elle le faisait chaque matin sur la route. Brutus, lui, à 8h06, il était déjà assis, le regard rivé sur la vitre, les yeux aux aguets, le corps tendu. À 8h13, elle capta son regard et suivit instinctivement sa direction, fronçant les sourcils en direction d'un coin de la cour. À 8h20, des silhouettes se mouvaient, presque dissimulées par les ombres matinales qui s'étiraient. À 8h26, 4 hommes approchèrent du camion, lentement, avec détermination, affichant une assurance qui n'était pas celle de personnes cherchant de l'aide, mais plutôt celle d'individus sur le point de passer à l'action. À 8h39, elle resta, figée un instant, son cœur s'emballant soudainement, sa respiration se faisant plus courte. À 8h46, elle éteignit le réchaud d'un geste vif, comme quelqu'un qui sait que le moindre bruit pourrait attirer davantage l'attention. À 8h54, les mains tremblantes, elle saisit son téléphone, tenta d'appeler, mais rien, aucun signal, pas la moindre trace de réseau, aucune icône de connexion. Elle regarda de nouveau par la fenêtre. Les hommes étaient déjà plus proches. À 9h06, l'un d'eux portait quelque chose de métallique, qui brillait sous la faible clarté matinale. À 9h11, elle comprit avec la lucidité
que seul le danger imminent peut procurer qu'il n'était pas là par hasard. À 9h17, ce n'étaient pas des voyageurs, ils n'avaient pas besoin d'informations, ils savaient ce qu'ils faisaient. À 9h23, elle tenta de réfléchir rapidement, mais ses jambes semblaient paralysées. À 9h29, l'adrénaline montait en flèche, mais son corps refusait de réagir. Son regard se posa sur Brutus, qui restait immobile mais avec les poils du dos hérissés, telle une antenne naturelle captant le danger qui approchait. À 9h37, les hommes encerclèrent le camion, se dispersant, avec précision, chacun se positionnant de manière stratégique. À 9h44, la peur l'envahit, lui compressant violemment la poitrine, mais au fond, elle savait qu'elle n'était pas seule, et c'était sa seule chance. L'attaque, elle était incapable de bouger. À 9h51, son corps semblait collé au siège, ses mains tremblaient involontairement sur sa cuisse, tandis que ses yeux fixés voyaient la scène se dérouler lentement, comme si tout se passait au ralenti, mais en même temps trop vite pour qu'elle puisse faire quoi que ce soit. À 9h57, Brutus restait toujours immobile, comme une statue taillée dans la tension, le regard fixe, les poils du dos complètement hérissés. À 10h04, un grondement sourd, grave, commença à vibrer dans sa gorge, tel un moteur de guerre qui se met en marche, prêt à exploser à tout moment. À 10h15, elle inspira profondément, tentant de rationaliser, essayant de trouver une issue, une brèche, mais la panique la paralysait, telle une ancre plantée dans ses pieds, l'entraînant au fond d'un abîme de peur. À 10h22, le premier des hommes s'arrêta juste devant la portière de la cabine. Elle put voir son visage, partiellement éclairé par le faible reflet de la lumière de la lune. À 10h30, il était jeune, mais avec des yeux froids, intrépides, habitué à ce genre de choses. Il tenait à la main une arme courte mais suffisamment menaçante. Un autre homme, moins préoccupé, marcha jusqu'à l'arrière du camion, où la cargaison était protégée uniquement par des chaînes et des cadenas, qui ressemblaient désormais davantage à de fragiles accessoires, sur le point de céder sous la force d'une action criminelle. À 10h41, il s'accroupit, sortit un outil de sa ceinture, et commença à examiner la serrure du coffre avec la dextérité de quelqu'un qui avait déjà fait ça des dizaines de fois. À 10h54, elle comprit que ce n'étaient pas des amateurs, qu'il ne s'agissait pas d'un acte impulsif de voleurs inexpérimentés. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, comment le faire, et ils avaient tous les outils pour exécuter leur plan rapidement. À 11h11, elle entendit alors le claquement métallique de l'outil qui était positionné, la pression qui était appliquée, la résistance de la chaîne qui était testée, le grincement du métal qui se tordait. À 11h17, c'était comme une alarme silencieuse dans sa tête, déclenchant tous ses instincts de survie. Le grondement de Brutus s'intensifia, un son grave résonnant avec force dans l'habitacle confiné, emplissant l'espace d'un avertissement, sans équivoque. Il valait mieux pour eux qu'ils renoncent à leurs intentions. Elle posa machinalement sa main sur le collier du chien, comme si ce geste pouvait le maîtriser. Ou peut-être s'agissait-il simplement d'un réflexe involontaire, un besoin instinctif de garder une forme de contrôle dans une situation qui échappait complètement à toute logique et sécurité. L'homme devant, impassible, leva la main tenant l'arme et frappa 2 coups brefs sur la porte de la cabine, non pas comme une demande de permission, mais plutôt comme une annonce. Nous sommes là, et vous n'avez nulle part où fuir, coopérez. L'arrière, elle perçut le bruit sec du cadenas du coffre qui cédait, le grincement prolongé et sinistre de la porte du compartiment de chargement qui s'ouvrait lentement, retentit comme un arrêt de mort. Elle sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, contractant davantage les muscles de ses jambes, tandis que ses doigts s'enfonçaient dans le rebord du siège. Le 3e et le 4e homme avaient déjà encerclé les flancs du camion, vérifiant avec des mouvements rapides et précis s'il existait d'autres entrées, d'autres points vulnérables. Elle savait que ce n'était qu'une question de minutes, peut-être même de secondes, avant qu'ils ne forcent également la porte de la cabine. Ils ne semblèrent pas pressés, débordant de confiance. Elle jeta alors un coup d'œil à Brutus. Le chien était désormais en position de combat, les pattes avant fermement plantées et légèrement écartées sur le plancher, le poitrail projeté vers l'avant, les crocs dévoilés dans un rictus menaçant, tandis que la salive perlait, lentement le long de ses canines. Ses yeux étaient fixés sur la porte, implacables.
Il n'avait pas besoin d'ordre, il savait déjà ce qu'il devait faire. L'homme devant, avec l'assurance arrogante de celui qui pense maîtriser la situation, tenta une fois de plus d'ouvrir la porte, forçant avec son épaule. Le métal gémit, résista, mais ne céda pas. Il lâcha alors l'arme un instant, sortant de sa poche un outil lourd en fer. Elle ferma les yeux un court instant, comme une prière silencieuse, comme une respiration retenue dans l'attente d'un dénouement inéluctable. Elle entendit le bruit métallique de l'outil raclant le long de la poignée, cherchant l'encoche précise, forçant la serrure avec la brutalité de celui qui ne craint pas d'être entendu. Car il est persuadé que rien ne pourra empêcher ce qui est sur le point de se produire. Le grondement de Brutus devint encore plus fort, se transformant presque en un grognement guttural et menaçant, vibrant contre les parois de la cabine comme un grondement sourd. Elle relâcha le collier, l'homme força davantage, le grincement du métal devenant de plus en plus aigu, jusqu'à ce qu'avec un craquement sec et irréversible, la serrure cède. La porte s'ouvrit brutalement, heurtant l'aile. À cet instant précis, Brutus explosa. Il n'y eut pas le temps pour des cris, des ordres, ou même des réactions défensives. Brutus bondit avec toute la force de son corps de plus de 50 kilos de muscles, d'instinct et d'entraînement. L'impact projeta l'homme à la renverse sur le sol en asphalte. Le bruit sourd du corps heurtant le sol résonna dans la cour silencieuse, suivi immédiatement par le claquement étouffé de la mâchoire puissante du Rottweiler qui se refermait sur le bras de l'assaillant. Un cri sec, bref et désespéré déchira l'air, mais fut rapidement étouffé par la douleur et la force démesurée qui déchiraient la chair et brisèrent les os. Le voleur se débattait, se tordant, tentant de frapper le chien, mais Brutus ne lâchait pas prise. À chaque mouvement, il enfonçait davantage ses crocs, lacérant, déchirant, déterminé à neutraliser complètement la menace. Les autres, en entendant le cri, les 3 hommes qui s'étaient précipités vers leurs camarades stoppèrent net en découvrant l'horreur de la scène. Brutus maintenait toujours sa victime au sol, ses crocs plantés profondément, relâchant et mordant à nouveau avec une précision mortelle. Désormais, les 3 complices hurlaient des ordres confus, gesticulant et se regardant, mais aucun n'osait s'approcher. L'homme sous le chien ne criait plus, son souffle se faisait rare. Ses yeux exorbités commençaient à perdre leur éclat tandis que le sang s'étendait rapidement sur l'asphalte glacé. Dans un ultime sursaut, l'un des voleurs sortit un couteau de sa poche et avança d'un pas hésitant. Percevant le mouvement, Brutus relâcha le bras de l'homme au sol et, dans un geste agile et instinctif, se positionna face à l'agresseur armé. Ses dents étaient maculées de sang, ses oreilles abaissées, ses yeux brillants d'une fureur primitive qui ne laissait aucun doute. « Avance, et tu seras le prochain. » L'homme hésita, cherchant du regard ses 2 acolytes, espérant un ordre, un soutien, une décision qui ne lui incomberait pas. Mais la seule réponse fut un silence terrifié. Alors, ensemble, ils commencèrent à reculer lentement, leurs pieds traînant sur le gravier de la cour, jusqu'à ce que, soudain, ils tournent le dos et s'enfuient, disparaissant dans l'obscurité, silencieuse qui enveloppait le poste isolé. Brutus fit un pas en avant, grognant encore plus fort, un avertissement clair, mais ne les poursuivit pas. Il s'arrêta, assurant la garde. Finalement, elle expira l'air, qu'elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle retenait, et s'effondra à genoux, son corps entier tremblant. Elle serra Brutus dans ses bras avec une force qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le chien, toujours en état d'alerte, les muscles tendus, respirait bruyamment, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Mais peu à peu, en sentant son étreinte, il se détendit, laissant échapper un petit soupir rauque. Elle reprit son téléphone, ses mains tremblant toujours. Elle leva l'appareil aussi haut que possible, désespérée, mais toujours sans signal. Elle regarda autour d'elle, ses yeux parcourant la cour silencieuse. Il n'y avait que le corps de l'homme, désormais immobile, et le camion avec son chargement encore ouvert comme une plaie béante. Elle prit une profonde inspiration, avalant la salive qui semblait avoir séché dans sa gorge, et réfléchit, rapidement. Elle savait qu'elle devait agir immédiatement, renforcer la sécurité, alerter les autorités, s'assurer qu'il n'y aurait pas d'autre surprise. Mais par-dessus tout, elle savait une chose, avec une certitude qu'elle n'oublierait jamais. Brutus venait de lui sauver la vie, et peut-être bien plus que cela. La justice, selon Brutus,
Elle resta quelques secondes agenouillée sur l'asphalte, froid, serrant Brutus de toutes ses forces. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de façon irrégulière, son cœur battant si vite qu'il semblait vouloir s'échapper de sa cage thoracique. Mais peu à peu, sa respiration retrouva son rythme. Naturel. Brutus, maintenant plus calme, lécha sa main avec sa langue rêche comme il le faisait toujours lorsqu'il voulait dire « Je suis là, tout va bien se passer ». Puis il s'allongea à ses côtés, mais sans se détendre complètement. Ses méthanes, yeux attentifs scrutaient les environs, ses oreilles en alerte, ses muscles toujours tendus, prêts à agir à nouveau si nécessaire. Elle se releva lentement, comme portant un poids énorme sur ses épaules, et regarda à nouveau le corps au sol, immobile, pâle, couvert de sang, un amas silencieux de vêtements, de peau et d'erreurs. Il n'y avait aucun doute. Brutus avait fait ce qui devait être fait. Et elle était en vie uniquement parce qu'il existait. Le coffre était toujours ouvert. Des chaînes brisées jonchèrent le sol, tel un témoignage muet d'une agression qui avait mal tourné pour ses initiateurs. Chaque fragment de métal tordu, chaque clé à molette abandonnée, racontait l'histoire d'une décision désastreuse prise par des individus qui n'avaient jamais imaginé qu'un semi-remorque garé au milieu de nulle part serait protégé par un chien, plus redoutable que n'importe quelle arme qu'ils auraient pu emporter. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'air glacial lui brûler les narines, et se contraignit à marcher jusqu'à la remorque. De ses deux mains, elle referma les lourdes portes d'acier en forçant sur ses épaules, et renforça la sécurité avec les chaînes de rechange, dans un geste à la fois ferme et froid. Elle ne pouvait plus prendre de risques. Pas maintenant. Pas après ce qui venait de se passer. Elle attrapa son téléphone portable et se dirigea vers le bord du terrain, levant l'appareil aussi haut que possible, la main tendue comme pour atteindre l'impossible. Les minutes qui suivirent furent une éternité, chaque seconde s'étirant, emplie du bourdonnement des insectes nocturnes et de l'écho lointain de sa propre respiration. Après quelques instants angoissants, une unique barre de réseau apparut enfin dans le coin de l'écran. Sans hésiter, elle composa rapidement le numéro de la police. « Ici, c'est moi », dit-elle d'une voix encore tremblante. « J'ai subi une tentative de vol dans un relais routier. Un des hommes est mort. » L'opératrice à l'autre bout du fil lui demanda de respirer, de garder son calme et de donner sa localisation. Exact. Elle fournit toutes les informations avec précision, comme quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas se permettre la moindre erreur, même dans les détails les plus insignifiants. La réponse fut immédiate et efficace. Une patrouille était en route. Elle devait rester où elle était et se mettre en sécurité. Elle raccrocha, jeta un nouveau coup d'œil à la route déserte et à l'obscurité qui lui semblait désormais encore plus dense, plus menaçante. Elle retourna au camion et caressa Brutus qui était toujours assis là, silencieux, le regard fixe, comme s'il ne s'autorisait pas à baisser sa garde tant qu'il n'était pas absolument certain que le danger était écarté. Et l'attente ne fut pas longue. Des lumières bleues et rouges déchirèrent la pénombre de l'aube, se reflétant sur les flancs du camion et créant des motifs dansants et irréels. La sirène annonça l'arrivée de la patrouille avant même qu'elle ne puisse la voir. Le son puissant et strident semblait vouloir balayer toute trace de menace. 2 policiers descendirent rapidement, armes à la main, scrutant les alentours avec vigilance. Elle sortit alors de la cabine, les mains levées, la voix ferme bien, qu'encore tremblante. « C'est moi qui ai appelé. » Les policiers s'approchèrent et elle leur expliqua tout sans rien omettre. Elle répéta les détails avec clarté, comme si elle revivait mentalement chaque seconde de l'horreur qu'elle venait de traverser. Elle montra où se trouvèrent les outils, indiqua la direction dans laquelle les 3 autres avaient fui et désigna le corps gisant à côté du camion. Un des policiers s'approcha, s'agenouilla près de l'homme et après un rapide examen confirma son décès. L'autre, restant à distance, détourna le regard du corps et fixa Brutus, qui restait impassible, assis aux côtés de sa maîtresse, la tête haute et les yeux alertes, comme s'il assurait toujours sa protection. « Votre chien a fait ça ?» demanda-t-il avec un mélange de respect et d'incrédulité. Elle acquiesça simplement en passant doucement la main sur la tête de Brutus. « Il m'a sauvé. » Les policiers échangèrent un regard et, sans dire un mot, commencèrent à appeler des renforts et une équipe médicale. Elle resta assise sur le marchepied de la cabine, serrant Brutus dans ses bras,
tandis que tout s'agitait autour d'elle. Des photos étaient prises, la police scientifique effectuait ses relevés, un périmètre de sécurité était établi. Le corps étant récupéré, l'ordre émergeait du chaos, supplantant désormais le chaos du crime. Quelques heures plus tard, au commissariat, assise face au commissaire, elle fit une déposition officielle. Elle relata tout dans le même ordre, sans omettre le moindre détail. Chaque mot prononcé était une forme de purification, un rituel nécessaire pour clore cette nuit qui semblait interminable. Le commissaire écouta attentivement, sans l'interrompre. À la fin, il se pencha légèrement en avant, appuyant ses coudes sur la table. « Sans votre chien, il est probable que vous ne seriez pas là pour raconter cette histoire. » Elle ne répondit pas, se contentant de regarder Brutus couché à ses côtés, tranquille mais toujours vigilant comme à son habitude. Quelques jours plus tard, de retour sur la route, elle apprit par la police que les 3 autres avaient été retrouvés et appréhendés dans une ville voisine, se cachant comme des rats dans un entrepôt abandonné. Ils furent tous inculpés pour tentative de vol, association de malfaiteurs et une longue liste d'autres délits. L'affaire fit grand bruit parmi les camionneurs de la région. Des récits commencèrent à circuler dans les relais routiers, lors des discussions informelles, dans les groupes de messagerie. La femme au Rottweiler, disaient certains. D'autres racontaient avec plus de détails, d'autres avec plus d'exagération, mais tous concluaient de la même manière. Ne vous en prenez ni à elle, ni à son chien. Elle, cependant, continua sa vie comme avant, sur la route, car c'était là qu'elle se sentait vivante, là qu'elle savait qui elle était et où elle allait. Simplement, désormais, chaque fois qu'elle regardait Brutus, elle le faisait avec encore plus d'admiration, avec encore plus de respect. Il n'était pas seulement un compagnon de voyage, il n'était pas seulement un chien, il était celui qui lui devait la vie. Et au fond, elle savait que ce ne serait pas la dernière fois que Brutus montrerait de quoi il était capable. La route était ouverte, le danger toujours tapi, et eux, plus préparés que jamais. Car à partir de ce jour, elle comprit qu'elle ne transportait pas seulement des chargements lourds à travers le pays, elle transportait aussi une légende, et leur histoire ne faisait que commencer. La semaine suivant l'attaque laissa une marque indélébile. Depuis l'agression à la station-service, sa vie semblait avoir adopté un rythme plus tendu, plus lent, plus pesant. Même sur la route, où tout lui paraissait autrefois libérateur, une ombre constante accompagnait désormais chaque virage. Le traumatisme de ce qui s'était passé résonnait encore, surtout au milieu de la nuit, non seulement à cause de ce qu'elle avait vécu, mais aussi à cause de ce qu'elle savait maintenant. Les 3 hommes qui s'étaient échappés étaient en prison, mais ils n'étaient pas seuls. La police confirma que le groupe était plus important. Brutus avait tué l'un des membres et les 3 autres avaient été découverts dans une ville voisine, en train d'essayer de se cacher. Mais au cours des enquêtes, une découverte encore plus inquiétante fut faite. Les hommes faisaient partie d'un réseau organisé de vols de cargaison, avec des ramifications dans plusieurs États, et elle était désormais un élément clé dans l'enquête. Elle était arrêtée à une station-service lorsque son téléphone vibra avec un appel inconnu. Elle répondit avec appréhension. « Allô ? Madame, ici le commissaire Marcello. Nous avons besoin que vous vous présentiez. » À nouveau au commissariat. « Nous avons de nouvelles informations. » Son estomac se noua. Quelques heures plus tard, au commissariat, elle écouta attentivement les paroles du commissaire. Il expliqua que les téléphones portables des assaillants confisqués contenaient des messages et des enregistrements audio échangés avec d'autres personnes. Des noms, des dates, des photos de camions, y compris le sien, circulaient parmi les criminels. « Cela signifie que j'étais suivie ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. L'effacement de presque 28-32 laissait supposer que son emploi du temps était surveillé, suggérant que l'agression avait été préméditée depuis plus longtemps que ce qu'on 28-39 imaginait. Elle déglutit difficilement en sortant du commissariat, s'assit sur un banc public, avec 28-44 Brutus allongé à ses pieds. Le chien, comme à son habitude, semblait ressentir l'atmosphère 28-50 et scrutait les environs avec attention, mais en silence. Elle lui caressa la tête. 28-56 espérant trouver auprès de ce compagnon fidèle un éclaircissement. Nous sommes au cœur de quelque chose de plus grand. 29-02 qu'il n'y paraît, pensa-t-elle.
Dans les jours qui suivirent, Brutus eut la sensation, persistante d'être épié, une 2907 impression qui ne la quittait pas. Peut-être de la paranoïa, mais son instinct lui disait que quelque chose d'autre allait se produire. Et ce fut le cas. 29-15. Lors de la 3e nuit après son nouveau témoignage, elle reçut un message anonyme, provenant d'un numéro 29.21, inconnu, avec une seule ligne. Tu aurais dû te taire. La route est 29 x 27 longue. Elle le montra, à la police bien sûr, mais la réponse fut celle qu'elle craignait. Un message provenant d'une 2933 carte SIM jetable, impossible à localiser. Son cœur s'emballait chaque fois qu'elle entrait 2938 dans une nouvelle portion sombre de la route fédérale. Elle évitait les arrêts prolongés, faisait le plein 2944 à des heures différentes et fuyait autant que possible les zones les plus désertes. Mais vivre ainsi, ce n'était pas 2950 vivre, c'était survivre. Lors d'un des voyages suivants, elle remarqua qu'une voiture sombre la suivait depuis 2958, plus de 50 km. Elle tenta des manœuvres d'évitement, simula une panne sur une bande d'arrêt d'urgence 3005 et s'arrêta dans une station-service bondée. La voiture passa, mais pas la peur. C'est dans ce contexte qu'elle décida 3813 d'accepter la proposition d'un vieil ami camionneur, installer un système de suivi 3018 personnel et enregistrer tout l'intérieur de la cabine avec des caméras internes et externes. Tu dois 3024 te protéger, ma fille. Cette affaire va aller loin. Elle acquiesça, elle avait déjà compris. 3031. Ce n'était pas un vol aléatoire, mais seulement le premier chapitre d'une menace plus grande. Pendant ce temps, son nom commençait, 3038 à circuler parmi d'autres camionneurs. Des histoires se répandaient à voix basse. La femme 3043 au Rottweiler qui a tué le voleur. Certains disaient que c'était de la chance, d'autres que c'était justice. Mais elle savait que c'était de la survie. 3052. Et cela avait un prix. Un nouveau tronçon de route l'attendait, un nouveau fret, une nouvelle 30-58 course. Mais maintenant, avec les yeux rivés sur la route et la peur toujours à l'affût, et sur la 31 main de 04 banquette arrière, Brutus, toujours vigilant, toujours prêt. Car elle avait compris que ce 31 main 11, qui semblait s'être terminé lors de cette nuit sanglante, n'était que le commencement. Le 31 en 16 ronronnements de Brutus emplissait la route déserte en cette nuit glaciale, éclairée 31-22 seulement par les phares du camion et le reflet argenté de la lune sur les panneaux 31-27 éparses de la route fédérale. Le moteur maintenait un ronronnement constant, hypnotique, tandis qu'elle, avec les 31-33 mains fermes sur le volant, conduisait une nouvelle cargaison vers une nouvelle livraison, comme elle l'avait toujours 31-38 fait. Mais désormais, plus, rien n'était comme avant. Depuis l'attaque et le message menaçant, 31-45, elle ne s'était plus jamais vraiment détendue. La radio jouait doucement, mais elle n'arrivait pas 31-50 à se concentrer sur la musique. Son regard se partageait entre les rétroviseurs, le compteur de vitesse, le GPS et surtout les 32 pins des ombres. Brutus dormait, ou feignait de dormir, sur la couchette de la cabine, mais elle savait qu'il suffirait 32-7 d'un mouvement étrange pour qu'il soit en alerte maximale. Le Rottweiler n'était plus seulement son compagnon de route, il était désormais le 32-15 symbole de sa survie, le prolongement de sa force, la garantie que quoi qu'il arrive, elle ne 32-22 serait pas seule. Et alors, sans prévenir, les phares d'un autre véhicule apparurent dans le 32-27 rétroviseur. Une voiture sombre, rapide, qui se rapprochait dangereusement, collée à l'arrière du 32-32 camion. Elle serra les lèvres, prit une profonde inspiration et elle conservait sa vitesse, faisant mine de ne rien remarquer, mais elle sentait que ce n'était pas une coïncidence. La voiture s'était mise à sa hauteur, le passager avait baissé, la vitre et pointait quelque chose dans sa direction. Elle n'a pas vu ce que c'était, mais elle n'en avait pas besoin. Son instinct hurlait plus fort que la raison. Un coup de frein, le camion ralentit brusquement, et la voiture, prise au dépourvu, dut se rabattre sur le bas-côté pour éviter une collision. Elle ne s'arrêta pas, enclencha une vitesse supérieure et accéléra autant que la lourde charge le permettait. Brutus se réveilla en sursaut, déjà en position d'attaque, les yeux grands ouverts, la poitrine haletante. « Calme-toi, mon ami » murmura-t-elle.
Mais elle savait qu'il n'y avait pas de calme possible dans cette situation. La voiture revint sur la voie et entama la poursuite. Elle avait deux options, s'arrêter et affronter, ou continuer et tenter de semer. Son cœur battait la chamade, la sueur coulait sur ses tempes. Elle regarda Brutus dans le rétroviseur intérieur, et alors elle fit ce qu'elle savait qu'elle devait faire. Elle chercha la première déviation possible et s'engagea à fond sur un chemin secondaire de terre. Le camion trembla, la cargaison oscilla, et le bruit du gravier heurtant la carrosserie sembla annoncer le risque qu'elle courait. La voiture hésita, mais suivit derrière. Brutus laissa échapper un grognement sourd, comme s'il pressentait que le bout de ce chemin était un carrefour pour eux deux. C'est alors qu'elle aperçut devant elle le lit asséché d'un ancien ruisseau bordé d'arbres hauts et denses. Un endroit où elle ne capterait probablement pas de signal de téléphone portable, mais qui pourrait aussi être son abri ou son piège. Elle freina brusquement, arrêta le camion et éteignit les phares. La voiture, quelques mètres derrière, s'arrêta également. Silence. Le phare de la voiture s'éteignit. Elle entendit le clic distinct d'une portière qui s'ouvrait. Brutus était déjà debout, le museau collé à la vitre, grognant. « Pas cette fois », murmura-t-elle en ouvrant la trappe arrière de la cabine, d'où Brutus pouvait sortir directement à l'extérieur. Elle prit la lampe torche, la clé à molette, et descendit silencieusement. Les pas de l'homme résonnaient sur le gravier. Elle le vit, une ombre se rapprochant, une arme à la main cherchant le camionneur qui n'avait aucune idée que c'était une femme et qui, surtout, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. C'est alors que, dans un mouvement répété, elle pointa la lampe torche directement vers son visage, aveuglant sa vision et cria « Brutus !» Le Rottweiler explosa de la cabine comme un missile, traversant l'espace entre le camion et l'homme. En quelques secondes, l'agresseur eut à peine le temps de tirer. Le coup partit de travers, perdu dans la nuit, tandis que Brutus se jetait sur lui, le renversant avec la force dévastatrice de 50 kilars de pur instinct. L'homme tomba à la renverse, lâchant l'arme qui glissa sur le sol. Elle courut vers lui, donna un coup de pied à l'arme au loin et tira Brutus par son collier, empêchant l'attaque d'aller au-delà du nécessaire. L'homme criait, se débattait, mais maintenant, il était rendu. Une autre homme apparut dans la voiture, hésitant en voyant la scène. La femme debout, déterminée, à côté du chien qui pouvait le tuer sur un ordre. Il regarda son compagnon au sol, l'arme tombée, et recula sans dire un mot. Il remonta dans la voiture et s'enfuit sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière. Elle lâcha un long soupir et prit son téléphone portable. Mais il n'y avait pas de signal. Elle attacha l'homme rendu avec une corde de sécurité du camion et le jeta dans... Après avoir vidé sa benne, elle est remontée dans sa cabine avec Brutus. Finalement, elle a capté un signal et a pu alerter la police. Quelques heures plus tard, au poste de police, le commissaire Marcello la regardait avec un mélange d'incrédulité et de respect. « Vous en avez arrêté un, toute seule ?» Elle sourit, fatiguée, mais avec cette expression que seuls ceux qui vivent sur la route connaissent bien. Résignation, force et soulagement. « Non, c'est Brutus, corrigea-t-elle. » Le commissaire regarda le chien couché à ses côtés et sourit. « Ce chien mérite une médaille. » Quelques jours plus tard, le gang a été démantelé. L'enquête a révélé qu'ils avaient posté des guetteurs à plusieurs endroits sur les routes et qu'elle était bel et bien une cible, non pas à cause de son chargement, mais à cause de son courage. Ils avaient décidé de lui donner une leçon, mais c'est elle, avec l'aide de Brutus, qui leur a donné une leçon. Cette semaine-là, elle a enregistré une nouvelle vidéo pour sa chaîne. Elle a regardé directement la caméra avec Brutus, à ses côtés, et a dit « Je ne suis pas une héroïne, je ne suis pas courageuse tout le temps. J'ai eu peur, très peur. Mais j'ai appris que ceux qui vivent sur la route ne peuvent pas seulement être forts, ils doivent aussi être stratégiques. Et ceux qui essaient de vous abattre doivent savoir que soit vous apprenez à vous défendre, soit vous ne survivez pas. » Elle fit une pause, caressa Brutus et, regardant directement la caméra, termina. « Si cette histoire vous a inspiré, laissez un like sur cette vidéo. Si vous aviez besoin d'entendre ça, commentez de quelle ville vous me regardez, parce que la route continue et ici on reste toujours forts et clairs, avec celui qui ne m'abandonne jamais, mon Brutus. » Elle sourit, éteignit la caméra et une fois de plus démarra le camion, laissant le ronronnement grave du moteur et le regard attentif de son chien remplir le silence de la route qui, comme toujours, restait ouverte.